Aujourd'hui, la rupture 2. C'est quoi le secret? Davy, t'es viré. Laura, qu'est-ce qui se passe? C'est encore Nelly Olson? Elle t'a encore fait tomber dans un guet-apens? Non! C'est ces enculés d'Alex et Sam! Ils m'ont viré! Ils m'ont dit si tu veux de l'argent, t'as qu'à travailler! Nique sa mère. Laura, écoute-moi. J'ai peut-être une solution mercantile à ton problème. Tu te rappelles Monsieur Edwards? Celui qui vit à côté de l'épicerie. Relève là, on continue. Hein? Bon. Je pense que si t'es gentil avec lui... si t'es gentil avec lui... Oui! Je pense que tu peux avoir un peu d'argent. C'est vrai? Oui. J'y vais de ce passe alors! Très bien. Non, attends Laura, attends. Tiens, prends ça, j'en ai marre, j'ai trop de bouche à nourrir. Et caméra café, ça me rapporte plus tant que ça. Ah! Monsieur Edwards veut qu'on gonfle des ballons ensemble? Oui Laura, il veut qu'on gonfle des ballons ensemble. Bon, vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi, David Guélou, alias Glou. Vous avez pu me voir dans des films amateurs douteux, ainsi que derrière un comptoir d'une enseigne qu'on ne nommera pas. Aujourd'hui nous avons donc les critiques, double face, les sorties animées, mais tout de suite c'est les news. Salut tout le monde, c'est Suzuka, Tokyo Game Show 第2日目、ソニーさんのブースにやってきました。やっぱね、ソニーさんといえばプレイステーション3ですよ。プレイステーション3熱いですからね、もうお客さんもいろいろみんな使用しています。ソニーさんにはほら PSP の4も出てるから、私もそれをせっかくチェックしたいと思います。みんなにも見せますよ。Sur le stand Sony, comme chaque année, on pouvait voir de nombreux jeux en provenance d'Occident, comme le blockbuster de cette fin d'année pour la PS3, Uncharted 2. Mais aussi Infamous, Heavy Rain, God of War 3, etc. Sony sait qu'ils ne vont pas se vendre beaucoup au Japon, mais tient à les montrer sur le stand comme un signe de bonne santé à l'international. Et comme chaque année, la superstar du stand, c'est toujours et encore Gran Turismo 5. Mais là, ça commence à faire long. Le jeu a en effet été repoussé et ne devrait finalement sortir qu'en mars 2010 au Japon. Gran Turismo en revanche sortira tout début octobre sur PSP. Il était d'ailleurs jouable sur PSP Go. Mais malgré le retard de la version PS3 et la sortie imminente dans le commerce de la version PSP, Gran Turismo restait, comme chaque année, l'une des attractions du stand Sony. グランツーリスモを中心にですね、かなり多くの実際に遊んでいただけるプレイヤブルタイトルを取り揃えておりますので、もう存分にお楽しみいただけるブースになっていると思います。やはり、みんなのスッキリっていうニューカマーのタイトルがあるんですけれども、あとはみんなのテニスといったようなクラップハンズというですね、みんなのゴルフを作っている会社がありまして、そちらが作った、新しいタイトルがどしどしと出てまいりますので、そちらがすごい一押しタイトルですね。
PSP プレイステーションポータブル GO というのが国内で初試遊なんですね。なので初めてこの場でお触りいただけるというところで、こちらがまず一押しとなっておりますね。はい。 La PSP Go n'arrive pas seule. Le line-up des jeux PSP est impressionnant et la console portable s'avère bien supportée par les éditeurs tiers. Les espaces réservés à la PSP étaient d'ailleurs les plus importants cette année. Ils remplissaient à eux seuls les 2 immenses gradins plantés au centre du stand. Et parmi les jeux présentés, il y avait notamment le RPG Last Ranker de Capcom, Everybody's Tennis de Sony Computer Europe, Naruto, Ultimate Axel 3 de Namco Bandai, Darius Burst de Taito, Kingdom Hearts Burst by Sleep de Square Enix, Dotak/Link ou encore Yusha no Kuseni Namaeki 3D. Ce jeu de stratégie 2D, matinée de puzzle, est le 3e épisode d'une série développée par Acquire. Le but rappelle un peu Dungeon Keeper, puisque l'objectif consiste à tuer le chevalier qui rentre dans le donjon, en creusant des galeries pour envoyer des monstres. Cette fois-ci, on pourra également le noyer en remplissant les galeries d'eau. プレイステーションネットワークはですね、本日からかなり新しいサービスというものを発表させていただいておりまして、例えばコミック配信ですとか、あとはビデオストアっていうのがリニューアルしてですね、さまざまなコンテンツ、もっと幅広いコンテンツを扱うようになっていくので、これからにご期待いただければなと思います。 Enfin, on pouvait découvrir une petite curiosité à l'arrière du stand. Un wipeout en 3D qui se joue avec des lunettes. あれはですね、あくまでちょっと技術展示というところで、出展させていただいておりまして、今後の販売の予定などはちょっと未定になっているんですが、こういった未来もありますというところで、ユーザーの皆様に楽しさをアピールしていければなと思っております。ソニーさんのコーナーを楽しんでもらいました。ですね、ランニーのね、ソンアプクソンでもまた東京ゲームショウのニュースを放送するんでみんな来てね。La conférence Sony fut également l'occasion pour le constructeur de présenter leur manette à détection de mouvement, annoncée pour le printemps 2010. Celle-ci fonctionnera avec la caméra PlayStation Eye. Mais on pouvait difficilement terminer ces news TGS en passant à côté du dernier trailer de The Last Guardian. Le voici. On va maintenant faire une petite infidélité au Tokyo Game Show avec une actu brûlante. C'est aujourd'hui que Aion, The Tower of Eternity, le dernier MMORPG de NCSoft, est lancé en Europe. Malgré un background encore une fois héroïque fantasy, le jeu a remporté un grand succès en Asie et suscité l'impatience des joueurs européens qui attendent toujours une véritable alternative à World of Warcraft. Ainsi, ils étaient déjà plusieurs milliers à avoir précommandé le titre, donnant accès au monde d'Atreya 5 jours avant le lancement officiel. Et les premières impressions sont très positives. Le jeu est beau, les animations sont fluides et un réel effort a été fait sur la localisation. Enfin, un MMO qui donne la sensation d'avoir été terminé avant sa sortie. Et ça fait vraiment plaisir. Reste à savoir si les développeurs coréens ont su produire un jeu qui saura diversifier son gameplay et tenir en haleine ses joueurs. Mais de toute façon, on en reparlera très vite.
Donc c'était les news. Maintenant nous allons passer aux jeux vidéo. Personnellement, j'ai une DS, une PS3, une 360, aucune n'est branchée. Vous, ça vous branchera peut-être, à vous. Professeur Layton et l'étrange village fut l'une des belles surprises de la fin d'année 2008 sur DS. Grâce à sa réalisation soignée et à son concept original, mélangeant habilement point and click et énigmes en tout genre, le jeu a rencontré un succès mérité. Et ce, aussi bien au Japon qu'en France. Pas étonnant donc qu'un an après, la suite des aventures du professeur Layton débarque chez nous. Cette fois-ci, un effort tout particulier a même été fait en ce qui concerne la localisation du jeu. On en termine avec les sympathiques voix anglaises du premier volet pour avoir droit à un doublage entièrement en français. Cette banquette est super. Allons, allons, Luc. Un gentleman doit surveiller ses manières et ceci en toutes circonstances. L'enrobage a donc été soigné, mais il reste maintenant à savoir si les mécaniques de jeu ont été suffisamment renouvelées pour accrocher à nouveau les joueurs. Eh bien, nous y voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Ce deuxième épisode met donc en scène le professeur Layton ainsi que son fidèle apprenti Luke, toujours prêt à résoudre la moindre petite énigme. Cette fois-ci, le problème est de taille. Intrigué par une lettre provenant de son ami le Dr Schrader, Layton décide d'aller à sa rencontre. Cette missive mentionne en effet que le dit docteur est en possession du coffret céleste et que sa curiosité risque de le pousser à l'ouvrir. Mais une fois arrivé sur place, la mystérieuse boîte a disparu et le pauvre Schrader gît sur le sol, inconscient. Oh non, Andrew. Dans sa lettre, le scientifique avait précisé que son énigmatique coffret était lié à la fameuse légende de la boîte de Pandore. Celle-ci raconte que quiconque ouvrira cette boîte y perdra la vie. Seulement le pragmatique professeur Layton n'en croit pas un mot et décide de lever le secret entourant cet objet soi-disant maléfique. Mais ça alors c'est vous. Sur le fond, entre Layton premier du nom et sa suite, rien n'a vraiment changé. On se balade toujours dans les villes à la manière d'un point and click, et on tombe tous les 10 mètres sur des habitants nous demandant de résoudre une énigme. Oh là là, je me sens un peu fatigué, ça te dirait un petit problème de maths? Évidemment, chaque puzzle, chaque casse-tête possède son degré de difficulté, déterminé par le nombre de picaras qu'il rapporte, soit le nombre de points que l'on gagne en le terminant. Cela permettra de débloquer plus tard des bonus que l'on vous laisse le soin de découvrir. Je suis le digne apprenti du professeur. Et il ne sera pas évident d'accumuler ces points. Si un brin de logique suffit généralement pour s'en sortir, certaines énigmes sont très tordues. Bien souvent, il faudra relire plusieurs fois les intitulés pour trouver le détail qui nous aiguillera vers la bonne conclusion. Ces intitulés ne sont d'ailleurs pas toujours formulés de manière idéale. On sent que la traduction a parfois été difficile, tant certains énoncés semblent confus. Ces problèmes d'adaptation restent toutefois relativement rares. Et puis en cas de problème, des indices sont toujours disponibles afin de débloquer une situation critique. Pour avoir droit à ces aides, il faudra tapoter un peu partout sur l'écran afin de trouver des pièces, synonymes de pistes pour solutionner les problèmes. Histoire de ne pas être redondant par rapport au premier épisode, certains types d'énigmes ont changé. Celles incluant les allumettes ont par exemple disparu, au profit d'autres casse-têtes comme le solitaire. Plus globalement, dans ce deuxième volet, les problèmes qui vous seront posés sont bien plus variés qu'auparavant. Un exploit en soi, tant le jeu initial faisait déjà fort en la matière. Pour prolonger la durée de vie de son titre, Level 5 a aussi inclus de nouveaux mini-jeux. Cette fois-ci, il s'agira de retrouver puis d'assembler les pièces d'un appareil photo, de trouver des recettes de thé, puis les servir aux habitants d'une ville ou encore de s'occuper d'un hamster. Mention spéciale d'ailleurs à l'acteur qui a prêté sa voix à l'animal, tant celle-ci restera dans les annales du jeu vidéo pour son côté décalé. Je suis pas très doué pour le sport et tout ça. Enfin, le rythme de la narration est lui aussi mieux maîtrisé qu'auparavant. Les nombreux rebondissements relancent sans cesse notre intérêt pour l'histoire. On se laisse guider du début à la fin sans jamais sentir une once d'ennui nous envahir. Il convient d'abord de noter qu'il n'est en aucun cas nécessaire d'avoir joué au premier épisode pour apprécier pleinement le deuxième. Quelques clins d'œil vous échapperont peut-être, mais l'aventure restera tout aussi savoureuse. Ah si, un code disponible dans ce deuxième volet permet de débloquer un bonus dans le premier épisode. Tout comme vous aurez droit à un code à rentrer dans le troisième épisode qui paraîtra d'ici un an selon toute vraisemblance. Mais revenons-en à Professeur Layton et la boîte de Pandore qui est une vraie réussite et ce pour plusieurs raisons. La première tient au scénario, réellement surprenant et parfaitement bien écrit. La seconde aux 150 énigmes toujours aussi sympathiques. La troisième a cette ambiance si particulière qui faisait déjà la force du premier épisode.
Et enfin, que dire de la réalisation, sinon qu'elle est irréprochable? Malgré tout, certains regretteront probablement l'omniprésence des musiques, légèrement agaçantes à la longue. D'autres se feront un plaisir de dénigrer les voix françaises, en se rappelant combien la version anglaise était meilleure. Et voilà ma réponse. Mais tous seront d'accord pour applaudir le travail réalisé par Level 5 sur cet épisode et pour souligner que la série est devenue incontournable sur DS. On attend maintenant avec impatience le 3e volet qui est d'ores et déjà disponible au Japon. Bien, nous allons donc passer maintenant à Double Face qui traitera des trading card games ainsi que leur clientèle aux cheveux gras et aux boutons. Croyez-moi, j'en ai vendu suffisamment, toujours dans un enseigne qu'on ne nommera pas. Mais malgré tout, je vous aime bien les gars et certains d'entre vous ont évolué. Lavez-vous, continuez. Bonjour Julien. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, apparemment, tu vas nous parler de choses à tentacules. Et oui, et d'ailleurs les téléspectateurs l'auront deviné, il s'agit bien sûr de l'Appel de Cthulhu. Alors c'est un grand classique du jeu de rôle. La première édition date de 1981 et au fil du temps il s'est imposé comme un des classiques indémodables du jeu de rôle. Il a même reçu le Origin Award du meilleur jeu de tous les temps. Donc là c'est la 6e édition qui est publiée par les éditions Sans Détour en France. Et donc c'est un jeu de rôle qui se déroule dans l'univers de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft qui vivait au début du XXe siècle. Et ça se déroule donc, en gros, le background du jeu, c'est qu'à la préhistoire, il y a des entités extraterrestres au pouvoir quasi divin qui ont régné sur la Terre et réduit la proto-humanité en esclavage. Et alors que les siècles ont passé, ces créatures se sont retrouvées, sont tombées en sommeil en fait, souvent au fond des mers. Et quand les astres seront propices, elles se réveilleront pour détruire l'humanité et réclamer ce qui est leur. Donc l'appel de Cthulhu, ça se déroule à l'époque de Lovecraft, donc dans les années 20. Et les joueurs jouent des investigateurs qui vont se retrouver mêlés à des événements étranges qui en fait ont tous ces événements ont un lien avec des cultes ou des individus qui tentent de ramener ces entités dans notre monde. Très bien, donc Cthulhu, c'est un grand classique. Alors justement, est-ce que en tant que grand classique, ça se joue classiquement ou il y a des petites spécificités, des petites choses particulières à cet univers, à ce jeu, à cette façon de jouer? Alors en fait, l'Appel de Cthulhu, c'est vraiment un jeu qui repose sur l'ambiance. C'est-à-dire que les joueurs sont, enfin le but du maître du jeu, ça va être de faire peur à ses joueurs. Ok, le but c'est la peur. C'est renforcé par le fait que les personnages joueurs peuvent mourir très facilement dans l'Appel de Cthulhu, de manière souvent horrible, et quand ils ne meurent pas, ils deviennent fous et finissent dans un asile. Donc c'est un jeu au taux de mortalité assez élevé, et évidemment, du coup, les joueurs ils réfléchissent à 2 fois avant d'ouvrir une porte ou d'ouvrir un livre qui a l'air un peu louche. Donc le jeu se joue en fait avec un système de pourcentage, c'est-à-dire que chaque action est définie par un score qui va être genre 80%, et le joueur jette 2 dés à 10 faces, un qui va représenter les dizaines et un qui va représenter les unités. Le but c'est d'avoir un score inférieur à celui de la compétence utilisée pour que ça soit une réussite. Donc là si je fais... Donc là, par exemple, 99. tu as fait 99, donc à mon avis, il y a une grande chance que ce soit un échec critique. Je pense que tu vas perdre toute ta santé mentale et que tu vas être dévoré de l'intérieur par des chiens qui voyagent à travers les angles des murs. Alors, donc ce qui nous amène à l'autre grand principe emblématique du jeu, c'est la santé mentale. Donc la santé mentale est gérée. Les joueurs, au fur et à mesure, vont perdre de la santé mentale. Plus ils vont se confronter aux créatures du mythe de Cthulhu, et à des événements horribles, leur conception du monde va commencer à s'ébranler. Et en fait, donc, quand ils n'ont plus de santé mentale, ils sont bons à enfermer. Donc, oui, c'est tout un concept. Ça fait un peu flipper. Ils vont, évidemment, plus ils perdent de points de santé mentale, plus ils vont aussi développer des pathologies, des phobies, des maladies diverses et variées. Donc ça peut être assez drôle. Est-ce que ces pathologies, elles amènent des pouvoirs, des choses, des trucs ou pas? Elles amènent du roleplay surtout, et le fait que genre, le personnage va développer une peur incontrôlée des chiens, et va se recroqueviller dès qu'il va voir un chien, parce qu'il aura eu une entrevue avec des chiens de Tindalos qui voyagent dans les dimensions. Donc dans cette 6e édition, il y a une particularité qui, il me semble, n'était pas dans les précédentes. C'est ce qu'ils appellent l'aplomb. C'est-à-dire pour contrebalancer justement cette perte de santé mentale, les joueurs, à chaque fois qu'ils réussissent une aventure, gagnent des points d'aplomb qui seront réduits, en fait, déduits de leur future perte de santé mentale. C'est-à-dire que, en gros, l'investigateur
à force d'être confronté à des choses horribles, il va un peu s'endurcir et du coup, il deviendra moins impressionnable aussi. Donc évidemment, l'univers de Cthulhu, c'est un univers qui est vraiment très très vaste. L'édition française joue vraiment là-dessus, avec des suppléments qu'ils emmènent à Marrakech, peut-être plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Donc ça, ce sont des extensions? Voilà, c'est des suppléments. Donc là, celui-là développe le côté police scientifique et recherche d'indices et tout. Ou New York, voilà. Et donc ce sont de beaux bouquins. Là, les éditions Sans Détour, je trouve, ont fait un chouette boulot là-dessus. Et en fait, il faut savoir qu'ils auraient dans les tuyaux une nouvelle édition de Delta Green. Alors Delta Green, c'est un dérivé de l'appel de Cthulhu, mais qui se déroule dans les années 90 avec une ambiance à la X-Files. C'est considéré comme le meilleur dérivé de l'appel de Cthulhu, et donc on attend la version française avec beaucoup d'impatience. Donc on n'aura jamais fini avec Cthulhu, si je comprends bien. Ben Cthulhu n'est pas mort, ce qui jamais dort, hein, comme on dit. Cthulhu est immortel, et d'ailleurs, maintenant en fait, les droits des écrits de Lovecraft sont tombés dans le domaine public, voilà, le temps aidant. Et donc on voit apparaître de nouveaux jeux basés sur Cthulhu, par exemple celui-ci, donc qui s'appelle Cthulhu tout court en français. Cthulhu tout court? Cthulhu tout court. Et le titre original c'est Trails of Cthulhu. En fait c'est le même univers, sauf que le système de jeu c'est plus un système de jeu basé sur l'enquête et voilà, c'est basé sur le système d'un jeu qui s'appelle Gumshoe, donc détective en français. Okay. Donc c'est une autre orientation pour le même univers et ça peut être assez intéressant de réexplorer, ça invite à redécouvrir Cthulhu avec un nouvel angle en fait. Bon, eh bien, ça fait quand même pas mal de bouquins à potasser, tout ça. Ah bah t'as jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, n'oublie pas de nous préparer non plus ton émission. D'ailleurs, tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais parler de petits monstres de poche qui rentrent dans des boules. Je pense que t'as deviné de quoi ça allait parler. C'est un rapport avec Cthulhu? Pas du tout. Au revoir, Julien. Au revoir, Doc. Et maintenant, les sorties d'animation japonaises. Vous allez voir, les choses ont évolué quand même depuis Goldorak, donc pour ceux qui n'ont jamais vu cette émission, il serait peut-être temps de se mettre à la page. Vous allez voir, il y a autre chose que Albator et Candy. C'était bien Albator et Candy. C'était génial Albator et Candy, mais nous, on est vieux. Difficile de faire plus typiquement japonais que le kendo. Reconnu aussi bien pour ses principes zen que comme sport de compétition, la renommée de cet art martial n'est aujourd'hui plus à faire hors de l'archipel. La discipline compte ainsi plusieurs milliers d'adeptes en France. Dans les mangas en milieu lycéen, tout comme dans la réalité d'ailleurs, le kendo est une activité scolaire classique. Les fans de Ranma Nippon no Ichi se rappelleront par exemple de Kuno, l'horripilant kendoka rival de Ranma. Pourtant, jusqu'à présent, aucun manga paru en France n'était dédié exclusivement à cette discipline. C'est désormais chose faite avec Bamboo Blade, l'une des dernières séries phares de Square Enix éditée chez nous par Kiun. Pour Kojiro, professeur de lycée et instructeur de kendo, tout a commencé par un pari. Son ami et ancien rival Kenzaburo, également entraîneur de kendo, lui propose de départager qui des deux a la meilleure équipe féminine. Si Kojiro sort vainqueur de cette compétition, le perdant s'engage à lui offrir une année de sushi à volonté. Le hic, et il n'est pas les moindres, c'est que l'équipe de Kojiro ne compte pour l'instant qu'un seul membre. Qu'à cela ne tienne, omnubilé par son futur festin et usant de moult stratagèmes douteux, notre prof un poil loser part en quête de nouvelles sabreuses à recruter. Bien que la série fasse la part belle à l'humour, Bamboo Blade propose également une tripotée de personnages, notamment d'héroïnes, finement dépeints et attachants. Techniquement, le trait et le découpage de la dessinatrice Igarashi Aguri n'ont rien de transcendant et pourraient gagner en personnalité. Mais la lecture de cette BD n'en reste pas moins fluide et agréable. A l'instar d'autres mangas de sport, Bamboo Blade est une véritable introduction pédagogique au kendo. Du bogu, l'armure de kendoka, au shinai, le sabre de bambou, en passant par les différentes positions et techniques de frappe, tout y est expliqué avec rigueur. Dès lors, comment ne pas être séduit par ce shonen manga plein de punch qui permet à tout un chacun de devenir incollable en kendo sans essuyer la moindre goutte de sueur. À noter enfin, accompagnant le lancement de cette nouvelle série, les éditions Kiun diffusent sur leur site internet un documentaire fait maison sur le kendo, sa pratique actuelle et ses origines. Alors, oui, pendant très longtemps j'ai été comparé au comic book guy. Manque de bol, j'ai perdu du poids, donc maintenant je ne suis plus personne, je n'existe plus officiellement. Ils hésitent à me dégager complètement du monde du comics. C'est pas sympa. C'est pas sympa, c'est pas sympa. À côté de ça,
J'ai entendu parler d'une série amateur de Sentai, de Phobioman. Un jour, je voudrais bien avoir la fin. Ah bah oui, je sais, je suis désolé. Le mec qui joue l'empereur a l'air plutôt pas mal. Il a l'air pas mal, et on m'a même dit que sa voix n'est pas truquée, qu'il peut la faire comme ça. Ah non, sa voix n'est pas truquée. J'aimerais voir si c'est possible. Est-ce que sa voix est truquée? Sa voix n'est pas truquée, je ne sais pas. On pourrait dire n'importe quoi, je ne sais pas. J'ai envie d'un bon coca avec des glaçons et éventuellement un burger. Mais bon, on pourra toujours croire que c'est des effets spéciaux.